Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À ma mère. Assié Gabriel Ouattara. Agnomato Ouattara. Assetou Kone. Assié Philippe Césaire Koulibaly. Remerciements. J'exprime ma vive reconnaissance à son Excellence Monsieur Tertius Zongo, Premier ministre du Burkina Faso, dont l'ouverture d'esprit et l'énergie dans le travail m'ont donné la force d'avancer. À Monsieur Issaka Salia, chargé de cours à l'Université de Ouagadougou et à l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, pour son accompagnement scientifique, son inestimable soutien et ses encouragements. Au professeur Sié Alain-Cam du département de lettres modernes de l'Université de Ouagadougou, pour ses conseils et ses recommandations scientifiques. À Monsieur Marc-Aimé Nbi, maître assistant, chef du département de lettres modernes de l'Université de Ouagadougou pour son soutien scientifique et moral. À Monsieur Alain-Joseph SISSAO, maître de recherche au CNRST pour ses conseils et son soutien scientifique et moral. À Monsieur Poussi Sawadogo, doyen du Centre de recherche Yangrin Sawadogo sur la paix et le développement en Afrique, CRYSPAD, et chargé de cours à l'Université libre du Burkina pour son soutien matériel, scientifique et moral. À mon aîné et ami, Monsieur Marc LPLENFO pour son soutien inestimable. À Monsieur Blanchard Emmanuel Bayala, chef du département des questions institutionnelles et de souveraineté du Premier ministère, pour son soutien matériel et moral. À mon collègue de département, Monsieur Patenema Salif Ouedraogo pour son soutien moral. PREFACE. La plupart des conventions internationales adoptées avant ou peu après la Deuxième Guerre mondiale ne tiennent pas compte des particularités identitaires des diverses populations du monde. Avec le temps, et dans la réflexion collective et concertée au sein des institutions du système des Nations Unies, la nécessité de consolider la paix dans le monde a conduit à la prise en compte de l'élément essentiel qui amène l'homme à émerger de l'animalité, la civilisation. La création de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, en 1946, un an après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, illustre bien cette nécessité. Dans les années 1960 et 1970, la notion de littérature africaine était encore loin de faire l'unanimité sur le continent. Des tiraillements et autres controverses philosophiques et idéologiques, il en est résulté la tenue à Yaoundé, au Cameroun, en avril 1973, du colloque sur le thème « Le critique africain et son peuple comme producteur de civilisation ». On ne pouvait parler de critique sans de manière évidente parler de littérature et par voie de conséquence sans parler de culture. Les communications et réflexions portaient sur des domaines aussi variés que possible, allant de la littérature à la philosophie, de l'histoire à la mathématique en passant par la linguistique et l'ethnologie. Au demeurant, le point focal des échanges étaient les civilisations négro-africaines et leurs manifestations dans les œuvres. L'Assemblée générale des Nations unies, en proclamant la Déclaration sur une culture de la paix a au préalable. D'une part, rappeler l'acte constitutif de l'UNESCO qui énonce que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. D'autre part, reconnu que la paix était un processus positif, dynamique, participatif qui favorise le dialogue et le règlement des conflits, dans un esprit de compréhension et de coopération mutuelle. Ainsi, nous voici au cœur des relations internationales qui, en définitive et désormais, devront intégrer les valeurs humaines, d'où qu'elles soient, dans les prises de décision devant gérer l'humanité aujourd'hui et demain. Or donc, le phénomène littéraire n'est-il pas au cœur de ce procès ? La jonction littérature et relations internationales n'est-elle pas évidente dans un monde qui vient de connaître de la manière la plus affreusement mesquine les antagonismes ? Le corpus dont s'est saisi M. San-Simon Koulibaly pour asseoir sa thèse n'est pas seulement significatif, il est pleinement symbolique. Il rappelle à certains égards du point de vue de la finalité, le parcours initiatique qui comporte des obstacles de diverses natures prenant terme avec la plénitude de l'individu, du sujet. En effet, qu'y a-t-il au-dessus de la paix, cette paix issue du dialogue et non celle imposée qui n'est autre que sursitaire ?
Les lignes de la main de mon ami Jean-Pierre Guinganet est une pièce de théâtre inspirée du drame rwandais. La plateforme politique est ici réaliste, montrant que les causes du conflit ont des racines dans l'histoire. Tandis que la crèche du petit Mohamed, essentiellement fictive, est ce que l'on pourrait appeler une histoire de quartier avec ce qu'elle comporte d'émotions. Certes une histoire de quartier, mais le quartier ici est un microcosme et il est, en cela, tout un symbole. Toutes les diversités se retrouvent cohabitant dans le même espace réduit. On le voit, ici même la fiction tire son essence du réalisme. Les contes d'Amadou Koumba, eux, nous plongent dans le merveilleux monde du triomphe de la sagesse pour la paix. L'ouvrage de M. San-Simon Coulibaly s'inscrit, l'on sans doute, dans la dynamique des conventions internationales traitant aujourd'hui des conflits nés çà et là, devant tenir compte d'une part de la géopolitique, d'autre part des aspects culturels. Il y a des conflits, mais les conflits ne se ressemblent pas en raison des causes profondes tantôt socioculturelles, tantôt historiques, quand il ne s'agit pas quelquefois de toutes ces causes en même temps. Il apparaît donc que d'un point de vue logique, les conventions internationales devront s'appuyer sur les faits civilisationnels qui commandent à l'homme d'être humain avec l'autre pour comprendre et résoudre ces conflits. Le message que livre M. San-Simon Coulibaly est le reflet de sa double formation, diplomate et littéraire. L'œuvre littéraire, semble-t-il dire, en tant que référentiel culturel peut permettre d'établir l'anamnèse adéquate pour une résolution durable des conflits dans une localité donnée. En tout cas, voilà une autre dimension de la littérature. Isaka Salia. Expert consultant international. Professeur de lettres à l'Université de Ouagadougou. Avant-propos. Dans un pays en voie de développement, où les priorités sont axées sur les domaines de première utilité, l'une des attitudes est la tendance à considérer la littérature comme une activité de seconde zone. Le littéraire, dans un tel contexte, s'il n'est perçu comme un personnage inutile, est vu comme un individu en déphasage avec les réalités, lui qui préfère rêver plutôt que de participer directement aux activités de développement. Évidemment, si ces clichés sur la littérature, notamment celle africaine, n'ont aucune espèce de fondement sinon l'ignorance des modes opératoires de la littérature et celle même des fondamentaux d'un véritable développement, il ne faut pas perdre de vue qu'ils ont la peau dure et s'immiscent jusqu'aux sphères de décision de nos États. Au Burkina Faso par exemple, combien de brillants étudiants en littérature se voient obligés de mettre un terme à leurs études doctorales parce que l'État leur refuse une bourse arguant que la littérature ne fait pas partie des priorités de développement du pays. En tant que littéraire donc, l'une de mes ambitions a toujours été de faire prendre conscience que la littérature n'est pas seulement une activité distractive ou une activité de luxe, réservée à ceux qui ont résolu la problématique de l'autosuffisance alimentaire et du développement, mais bien une activité qui participe de l'action sociale et du développement. La première étape de cette démonstration a été une étude de littérature orale, que j'ai menée sur l'orphelin dans les contes et les chansons des Toussians de Tapoko. Celle-ci avait pour but de montrer comment la société traditionnelle envisage la prise en charge de l'orphelin, afin de mieux envisager cette prise en charge dans le cadre moderne où les pandémies, les conflits de toutes sortes font au quotidien des orphelins. Cette étude m'a permis de toucher du doigt la réalité de la conflictualité qui est inhérente à toute société humaine, et ouvert à la perspective que ces conflits, loin de s'estomper, iraient en s'aggravant au regard des entorses à la bonne gouvernance qui caractérisent nos pays, à l'exacerbation de la pauvreté dans un contexte marqué par la prééminence du pouvoir économique et les rivalités de toute nature. Pourtant, l'évidence est faite que nos pays, en voie de développement, se développeront difficilement tant qu'ils continueront de nager dans cet océan d'incertitudes et de conflits. Dès lors, une posture irénique s'impose dans la quête du développement. C'est pour participer à cette nécessaire action dans cette quête, que, m'étant ouvert aux études en diplomatie et en relations internationales dans un contexte professionnel, j'ai entrepris de mener cette autre étude qui se veut le deuxième acte de ma démonstration. En l'entreprenant, j'ai surtout voulu démontrer que si l'approche terrain qu'ont adoptée des historiens et des sociologues africains dans l'étude des mécanismes endogènes de prévention et de résolution des conflits, sous l'impulsion de l'UNESCO, est valable, l'approche par la littérature orale et écrite est aussi envisageable pour appréhender ces mécanismes,
et même dans un spectre plus large selon l'ampleur du corpus d'études. Cela est surtout possible parce que les écrivains qui sont les produits de leur société les reproduisent consciemment ou inconsciemment dans leurs œuvres. L'inclination irénique étant une donnée prégnante dans ces sociétés, il est donc évident que les œuvres produites constituent des supports valables et innovants pour interroger plusieurs sociétés aussi bien diachroniquement que synchroniquement. Ce faisant, j'espère pouvoir apporter ma contribution à une prise en compte de la création littéraire et artistique et des sciences de cette création comme activité de développement, ce d'autant plus que les acteurs de cette littérature ont des profils divers, allant des purs produits de la littérature aux scientifiques, techniciens, technocrates et autres acteurs de développement. Introduction. Il est impossible de parcourir une gazette quelconque, sans y trouver à chaque ligne les signes de la perversité humaine la plus épouvantable. Tout journal, de la première ligne à la dernière, n'est qu'un tissu d'horreur. Guerre, crime, vol, impudicité, torture, crime de princes, crime des nations, crime des particuliers, une ivresse d'atrocités universelles, disait Baudelaire au XIXe siècle. Si cette réflexion du poète français révèle une certaine tendance de la presse, elle exprime aussi une propension mondiale à la violence qui persiste encore de nos jours. En effet, depuis cette époque baudelairienne, combien de conflits majeurs l'humanité n'a-t-elle pas connus ? Les 2 guerres mondiales, les conflits africains par procuration de la période de la guerre froide, la guerre du Golfe, pour ne citer que cela. Aujourd'hui encore, cette litanie tragique se poursuit avec des conflits intra-étatiques, interétatiques, transnationaux et surtout avec le binôme terrorisme-antiterrorisme, qui sert de porte-flambeau à la légitimation des tueries de toutes sortes. Dans ce contexte mondial macabre, la quête de la paix, indispensable à tout développement humain durable, s'est imposée comme une priorité pour la communauté internationale depuis la création de la Société des Nations, SDN, qui deviendra à partir de 1945 l'Organisation des Nations Unies, ONU. Comment cette quête doit-elle se mener pour être efficace ? L'UNESCO, United Nations Education, Science and Culture Organization, l'organisation spécialisée des Nations Unies en charge de cette question, a initié le concept de la culture de la paix pour répondre à cette exigence. Dans ce cadre, l'année 2000 a été déclarée Année internationale de la culture de la paix, et la période 2001 à 2010, décennie internationale de la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde. Sa déclaration sur une culture de la paix stipule que les parents, les enseignants, les hommes politiques, les journalistes, les organismes et groupes religieux, les intellectuels, les personnes qui exercent une activité scientifique, philosophique, créatrice et artistique, ont un rôle primordial à jouer en ce qui concerne la promotion d'une culture de la paix. Article 8. À travers cet article, est énoncé le possible apport de la littérature, qui est par essence une activité créatrice, dans la promotion de la culture de la paix. C'est dans cet esprit qu'il paraît intéressant d'aborder le thème de la culture de la paix dans la littérature africaine. Certes, ils sont nombreux ceux qui s'écrieront, mais que diable allait-il faire dans cette galère ? S'étonnant de ce que Dame Littérature abandonne sa sphère ludique pour aller aveuglément se fourrer comme la chauve-souris chez des disciplines telles que la diplomatie et les relations internationales, à elle antagonie. Pourtant, pour les initiés, une telle considération, d'une littérature utile, n'est guère nouvelle ni révolutionnaire. En effet, il y a lieu de reconnaître le rôle avant-gardiste que la littérature a toujours joué dans des grands combats du monde. Elle a été utilisée aux premières heures dans l'Antiquité gréco-romaine, pour s'élever contre le pouvoir écrasant des dieux au profit d'une humanité plus responsable de son destin. Elle a aussi été le principal canal par lequel les philosophes et littéraires du siècle des Lumières ont critiqué la société européenne au profit d'une société moins féodale et plus juste. Ce faisant, elle a toujours milité dans le domaine des droits de l'homme difficilement détachable de la culture de la paix. Quant à la problématique spécifique de la paix, elle est présente dans la littérature gréco-romaine avec notamment des pièces de théâtre comme celle intitulée La paix, du poète comique et dramaturge athénien Aristophane, qui condamne avec virulence la guerre et montre comment les femmes peuvent jouer un rôle actif dans le rétablissement de la paix. C'est donc la preuve que, loin d'être une vue de l'esprit, la littérature peut être exploitée pour la promotion de la culture de la paix. Mais comment doit se faire cette exploitation ?
Comment la littérature, particulièrement celle africaine, prend-elle en charge la culture de la paix? En d'autres termes, comment la promotion de la culture de la paix et de la tolérance se fait-elle dans la littérature africaine? Y a-t-il des possibilités pour une meilleure prise en charge de cette problématique de la culture de la paix par la littérature africaine? L'orientation du sujet sur la littérature africaine est liée à un contexte africain particulièrement marqué par des troubles, des crises et des conflits de toutes sortes. Pourtant, selon les thèses de la sociocritique, si la littérature est par essence une fiction, il reste que l'écrivain, le producteur de cette littérature, est le produit d'une société qui l'influence, parfois à son insu, et se dessine sous sa plume. Il est de la littérature écrite comme de la littérature orale, miroir où se reflète la société telle qu'elle est, telle qu'elle voudrait être et telle qu'elle redoute d'être. Selon les mots de Geneviève Calamgriaule, CNRS, 1981 p. 27. C'est donc dire que le désir de paix allant de pair avec un contexte belliqueux, la promotion de la culture de la paix devrait être prégnante dans la littérature africaine. L'appellation de littérature africaine, si elle a été systématiquement adoptée à une certaine époque, n'est guidée dans ce travail que par un esprit panafricaniste en conformité avec les tentatives d'unification du continent amorcées depuis les années 1960 avec la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, précisément le 25 mai 1963, devenue officiellement l'Union africaine, UA, en 2002. Il est certain que la réalité fait place à des littératures africaines dont la circonscription n'est pas si nette. Ainsi, à côté des littératures nationales, émergent d'autres espaces littéraires comme la littérature du Sahel, la littérature maghrébine, etc. La problématique des littératures nationales est largement abordée dans le numéro 83 de la revue Notre Librairie, avril-juin 1986, dont le titre est « Littérature nationale, mode ou problématique ». Dans ce numéro figure un article de Adrien Huannou intitulé « Inquiétude et objections », d'un colloque à l'autre, où il soutient que parler de littérature africaine au singulier est plus arbitraire que de parler de littérature nationale, page 37. Quant à la notion de littérature du Sahel, elle gagne de plus en plus du terrain. Plusieurs colloques ont d'ailleurs été organisés à l'université de Ouagadougou, par le département de lettres modernes sur cette problématique. Les caractéristiques de cette littérature semblent très liées aux conditions assez difficiles de vie dans le Sahel. Cela induit une sorte d'écriture de la misère, qui met en exergue la sécheresse, la famine, etc. Ces thématiques ne sont pas si nouvelles dans la mesure où elles parcourent les contes, les mythes, renforçant ainsi l'hypothèse d'une spécificité littéraire objective. Le concept de paix, lui, connaît une acception fluctuante selon les auteurs et les écoles des relations internationales, les idéalistes, les marxistes, les réalistes, etc. ne le comprenant pas de la même manière. Si pour saint Augustin, la paix peut être appréhendée comme l'ordre dans la tranquillité, la paix, 1974, page 30, pour Gaston Bouthoul, la paix est l'état d'un groupe humain souverain, c'est-à-dire doté d'autonomie politique, dont la mortalité ne comporte pas une part d'homicide collectif organisé et dirigé, idem page 31. Au-delà de ces définitions opposées par leur caractère, idéaliste chez saint Augustin, démographique et statistique chez Gaston Bouthoul, le concept même de culture de la paix a été défini dans un cadre multilatéral. C'est ainsi que selon la définition des Nations Unies, telle qu'elle ressort au paragraphe 2 de la résolution ARES 52-13 du 15 janvier 1998, la culture de la paix consiste en des valeurs, des attitudes et des comportements qui reflètent et favorisent la convivialité et le partage fondés sur les principes de liberté, de justice et de démocratie, tous les droits de l'homme, la tolérance et la solidarité, qui rejette la violence et incline à prévenir les conflits en s'attaquant à leurs causes profondes et à résoudre les problèmes par la voie du dialogue et de la négociation, et qui garantissent à tous la pleine jouissance de tous les droits et les moyens de participer pleinement au processus de développement de leur société. La paix y est donc un concept plus global voire systémique. Autour d'elle gravitent les valeurs fondamentales pour une société vraiment paisible. Au nombre de ces valeurs figure la tolérance, composante essentielle de la culture de la paix. La décision de traiter de cette thématique a été guidée d'une part,
par la volonté d'approfondir l'affirmation faite par l'ONU sur le rôle des activités créatrices dans la promotion de la culture de la paix, d'autre part par l'insuffisance voire la rareté des documents sur la question. C'est pourquoi son intérêt tient de son originalité. En effet, elle lie des domaines apparemment inconciliables, la littérature, la diplomatie et les relations internationales. Ainsi, elle s'attachera tant à montrer que la littérature africaine n'est pas seulement une activité distractive, mais aussi un fait social qui participe à l'action sociale, qu'à œuvrer à la prise en compte de la littérature africaine comme une activité dynamique et essentielle dans la promotion de la culture de la paix. De telles ambitions se basent sur les postulats que la littérature africaine peut servir énormément à la promotion de la culture de la paix, et qu'outil de promotion de la paix, elle propose ou retranscrit des mécanismes spécifiques aux sociétés africaines, qui pourraient aider la communauté internationale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.